Maintenant, on va parler de la fertilité masculine. Alors, il y a différentes raisons d'infertilité masculine, chacun ayant un nom scientifique que l'on va définir. Tout d'abord, l'oligospermie. Alors, l'oligospermie, c'est lorsque l'on a un nombre insuffisant de spermatozoïdes. Normalement, lors d'un éjaculat, il y a environ 20 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Et on considère qu'une personne serait infertile si jamais ce nombre est inférieur à 10 millions de spermatozoïdes par millilitre. Voilà pourquoi est-ce que dans ce cas-là de taux de spermatozoïdes, il y aurait impossibilité à la fécondation. Puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de pertes de spermatozoïdes avant qu'ils arrivent à l'ovule. Ensuite, il y a l'azoospermie. Dans ce cas-là, c'est pire que l'oligospermie. Il n'y a aucun spermatozoïde dans le sperme. Alors, pourquoi? Alors, soit une absence de production par les testicules. Dans ce cas-là, si les testicules ne fonctionnent pas correctement, elles ne produisent pas de spermatozoïdes, c'est peut-être un défaut des cellules souches ou des cellules de Sertoli. Ou alors, eh bien, les spermatozoïdes sont bien produits, mais n'arrivent pas à aller dans l'éjaculat, c'est-à-dire que les canaux déférents peuvent être éventuellement bouchés. Et dans ce cas, eh bien, c'est ce qu'on a vu lors de la vasectomie, c'est le même principe. Eh bien, les spermatozoïdes ne passent pas, ils ne vont pas dans le sperme, et donc le sperme ne contient pas de spermatozoïdes. Il y a également l'asténospermie. Dans ce cas-là, c'est un défaut de motilité, si vous voulez, des spermatozoïdes. Théoriquement, dans un sperme normal, il y a au moins 50% des spermatozoïdes qui sont mobiles, au moins, minimum. Si jamais ce taux est inférieur à 50%, eh bien, les spermatozoïdes ne pourront se déplacer correctement jusqu'à l'ovule et ne pourront aller le féconder. On continue maintenant avec un autre défaut qui est la tératospermie. Et la tératospermie, c'est pas parce que le spermatozoïde se déplace mal, c'est parce qu'il est mal formé. D'accord? Donc c'est un taux anormalement élevé de spermatozoïdes anormaux. Beaucoup de spermatozoïdes, dans un cas normal, sont anormaux. Cependant, le pourcentage minimal de spermatozoïdes normaux dans un sperme, qui est normal, est au minimum entre 15 et 50%. Généralement, un homme qui n'a pas de souci d'infertilité a au moins 15 à 50% de ses spermatozoïdes qui sont normaux. Et les anomalies, bon là je vous ai montré une anomalie sur la photographie de flagelle, mais ça peut très bien toucher la tête du spermatozoïde, il peut manquer l'extrémité qui permet de percer la paroi de l'ovule, il peut avoir deux têtes, deux noyaux, enfin il peut y avoir plein d'anomalies. Évidemment, s'il y a anomalie, il n'est pas apte à féconder un ovule. Parmi les anomalies, je l'ai noté, il peut y avoir également un problème, cette fois-ci de fonctionnement et pas uniquement de forme. Fonctionnement des enzymes acrosomiales, c'est une substance. Alors ces enzymes, c'est quoi? Ce sont des substances qui sont à l'extrémité de la tête du spermatozoïde. Cette extrémité s'appelle l'acrosome du spermatozoïde et cet acrosome est capable de perforer l'enveloppe de l'ovule. On a vu les raisons de l'infertilité. Quelles sont les solutions maintenant à cette infertilité? La première d'entre elles s'appelle la FIVET. La FIVET, c'est la fécondation in vitro et transfert d'embryon. Voilà comment elle se déroule. Tout d'abord, en petit 1, donc il faut suivre à la fois le texte à droite et l'illustration à gauche. Donc première illustration, petit 1, on va prélever des ovocytes pendant, bien sûr, sous visualisation d'échographie. Donc on va prélever directement dans l'ovaire les ovules. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va demander au conjoint donc, de fournir du sperme et on aura ainsi les spermatozoïdes du conjoint et l'ovocyte de la conjointe. D'accord? L'étape suivante, c'est de mélanger les spermatozoïdes avec l'ovocyte dans un tube à essai, ce qui va grandement favoriser la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule. La fécondation a donc lieu, on dit, in vitro, c'est-à-dire à l'extérieur de l'organisme, entre autres dans un tube à essai ici. Et une fois que cette fécondation a eu lieu, et qu'on a vu au microscope que l'embryon était en train de se développer, cet embryon, on le récupère et on le réintègre à l'intérieur de l'utérus lorsque l'embryon est à un stade de 2 voire 4 cellules.
Dès lors, une fois que la fécondation a eu lieu et qu'il n'y a pas d'autre souci, l'embryon va pouvoir se fixer à l'endomètre, il va y avoir donc l'annihilation et va pouvoir se développer. Donc c'est ce que j'ai indiqué en résumé là. Après avoir prélevé les spermatozoïdes de l'homme et les ovules de la femme, on réalise une fécondation in vitro, c'est-à-dire à l'extérieur du corps humain, et l'on réimplante les embryons obtenus dans l'utérus de la femme. En général, on réimplante plusieurs embryons de manière à favoriser, à être certain qu'au moins un d'entre eux donne naissance à un enfant. Ensuite, l'autre solution, c'est l'IAC ou l'IAD. C'est quoi l'IAC ou l'IAD? C'est l'insémination artificielle intra-utérine. Dans le cas de l'IAC, c'est avec le sperme du conjoint. Ou alors, lorsque on est dans le cas de femmes souhaitant avoir un enfant, mais n'ayant pas de conjoint ou ayant un conjoint totalement stérile, eh bien, il y a possibilité d'avoir une insémination artificielle, toujours à l'intérieur de l'utérus, mais cette fois-ci avec le sperme d'un donneur. C'est ce que l'on voit sur le schéma. À l'aide d'une canule qui contient les spermatozoïdes, on dépose ces spermatozoïdes dans l'utérus, généralement pendant la période de l'ovulation, de manière à ce qu'il y ait beaucoup de spermatozoïdes, et cela va favoriser la rencontre de l'ovule avec les spermatozoïdes, cette fois-ci à l'intérieur de l'utérus, et plus précisément certainement à l'intérieur des trompes, c'est-à-dire du tiers supérieur de la trompe où se trouve l'ovule, après l'ovulation. Donc au moment de l'ovulation, on introduit les spermatozoïdes du conjoint ou d'un donneur dans l'utérus de la femme. Enfin, l'autre technique possible, c'est l'ICSI, qui correspond à l'injection spermatique intracytoplasmique. Dans ce cas-là, cela va plus loin, c'est-à-dire que l'homme a généralement des soucis au niveau du nombre et de la qualité de ses spermatozoïdes, et dans ce cas-là, pour être sûr que le spermatozoïde rencontre l'ovule, eh bien on va tout simplement introduire, à l'aide d'une micropipette, le noyau du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovule. Dès lors, la fécondation a lieu, et une fois que la fécondation a lieu, on a un embryon, et cet embryon sera réimplanté dans l'utérus maternel. Conclusion sur ce cours, en allant un peu plus loin que ce que l'on a vu, on ne va pas faire un résumé. La maîtrise de la procréation permet de satisfaire de nombreux couples ayant des désirs d'enfants. Cependant, certaines dérives, et c'est ça qui est important à retenir, c'est que certaines dérives pourraient entraîner des problèmes éthiques, comme par exemple, eh bien, lors d'un diagnostic préimplantatoire, on pourrait choisir les gènes qui nous intéressent, et donc sélectionner uniquement les embryons que l'on souhaite réimplanter avec les gènes qui ont été précédemment sélectionnés. Et donc on aurait des enfants sans défaut. Et c'est là les dérives qu'il faut éviter.